Et donc aujourd'hui, c'est l'Académie nationale de chirurgie qui reçoit l'Académie vétérinaire de France. Et je remercie le docteur Boussary de sa présence ainsi que de son secrétaire perpétuel qui est à ma gauche. Et donc j'appelle la première communication du professeur Patrick Vervard sur Haploid Free Anesthesia. Ah oui, voilà. 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, ça sonne, c'est le gong. Je me souviens. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer en remerciant les académies de m'avoir invité pour parler du concept de One Health et de voir ensemble comment ce concept peut s'appliquer dans le cadre d'un concept émergent à la fois en médecine vétérinaire et en médecine humaine, le concept d'opioid free anesthesia. Alors, le concept de One Health est en fait d'abord et avant tout une approche pluridisciplinaire et globale des enjeux sanitaires, considérant en effet que les organismes vivants ainsi que les écosystèmes sont interconnectés. L'idée ou la traduction de ce terme anglais One Health signifie une santé, parce que la santé des uns dépend et contribue à celle des autres. Ce concept émergent il y a maintenant 1 ou 2 décennies permet ou cherche à répondre à un certain nombre de crises sanitaires dans l'une ou l'autre de ces 3 dimensions, à la fois humaine, animale et environnementale. Dans le domaine de l'anesthésie, si on essaye d'appliquer ce concept de One Health, quelle pourrait être une crise qui nous permettrait d'éclairer ce concept de One Health et quelles sont les solutions que ce concept peut apporter? En fait, entre les années 2000 et 2010, en médecine humaine, aux États-Unis, est apparue une crise dite sanitaire en lien avec l'utilisation considérée comme exagérée d'opiacés. Cette crise des opioïdes, qui est apparue donc entre 2000 et 2010, concerne aux États-Unis, aux dernières enquêtes publiées en 2013, plus de 1,9 million de personnes. Cette crise est associée à une surconsommation d'opioïdes et c'est ainsi, par exemple, qu'entre 1999 et 2011, aux États-Unis, on a pu voir un doublement de la consommation et de la prescription d'hydromorphone ou un quintuplement de la prescription et de l'utilisation d'oxycodone. Cela dit, cette surprescription ou cette surutilisation d'opiacés aux États-Unis est aussi associée, comme le montre un certain nombre d'enquêtes issues d'Amérique du Nord, d'un accroissement de la morbimortalité associé à une augmentation des hospitalisations pour des intoxications, avec un constat parfois assez effrayant qu'aux États-Unis, la mortalité liée aux opioïdes est supérieure, aux opioïdes prescrits, est supérieure à celle qui est observée avec le mésusage de la cocaïne ou de l'héroïne. Et il a été par ailleurs démontré que cette surprescription ou cette crise des opiacés aux États-Unis favorise l'héroïnomanie, en particulier dans des classes d'âge comprises entre 16 et 25 ans. Alors, il s'agit bien d'une crise multifactorielle relativement complexe qui repose et qui est en lien avec la problématique de gestion de la douleur aiguë post-opératoire, et notamment avec le recours assez systématique aux opiacés. Et du reste, un certain nombre d'enquêtes nord-américaines montrent que les prescriptions réalisées sont associées à des surdosages fréquents de la prescription de ces opiacés en post-opératoire, avec une incidence de 30 à 40% des ordonnances réalisées. Cela dit, cette gestion des douleurs aiguës post-opératoires questionne aussi sur l'utilisation en péropératoire de ces mêmes opiacés qui, nous le verrons tout à l'heure, sont susceptibles d'être à l'origine d'un phénomène assez particulier qu'on appelle l'hyperalgésie morphinique ou l'hyperalgésie, qui peut être induite par ces opiacés et qui va s'exprimer dans la période post-opératoire. Cela dit, cette crise des opiacés concerne aussi la problématique des douleurs chroniques, que je n'aborderai que finalement très peu aujourd'hui. Douleurs chroniques post-opératoires, avec là encore la place de l'hyperalgésie, mais douleurs chroniques aussi cancéreuses et associées à des prescriptions d'opiacés qui peuvent, et les causes en sont nombreuses, être aussi à l'origine d'un certain nombre de détournements de prescriptions.
Alors, si on revient un petit peu plus sur la notion même d'anesthésie, vous savez qu'il existe différentes définitions plus ou moins consensuelles qui ont été émises par différentes sociétés savantes. Mais retenons l'idée que l'anesthésie générale est une pratique médicale qui permet de réaliser des actes chirurgicaux ou médicaux invasifs en supprimant ou en atténuant les sensations, notamment douloureuses. Pour ce faire, une anesthésie générale repose sur un ensemble de techniques et de médicaments visant à abolir la vigilance, on parlera de narcose, à réduire le tonus musculaire, facilitant ainsi le geste chirurgical, et dans ces cas-là, on parlera de myorelaxation, et de bloquer bien sûr la sensibilité nociceptive et la sensibilité douloureuse, et on parlera d'analgésie. Cela dit, cette narcose, cette myorelaxation et cette analgésie doivent être obtenues et permettre de maintenir une stabilité neurovégétative de l'ensemble des fonctions vitales, et ce, malgré le décubitus du patient, malgré le fait de réaliser un traumatisme chirurgical et toutes leurs conséquences sur la physiopathologie des êtres vivants. En effet, l'anesthésie s'appuie ainsi sur des moyens particuliers d'administration, de surveillance et de soutien à la vie. Alors, je vous disais, une anesthésie générale nécessite principalement 4 qualités péropératoires. La narcose, qui est un sommeil artificiel que l'on souhaite réversible et qui résulte de l'administration continue ou itérative d'agents pharmacologiques particuliers que l'on appelle hypnotiques. Et puis, elle s'associe à cette myorelaxation qui peut être obtenue avec les fameuses hypnotiques, mais elle peut être aussi obtenue par l'utilisation de myorelaxants et de techniques d'anesthésie loco-régionale. Troisième qualité, l'analgésie, qui doit recouvrir différents objectifs. Le premier étant de bloquer les phénomènes de nociception, mais aussi d'éviter les phénomènes d'emballement de ce processus nociceptif et de son intégration corticale en ayant à la fois une action anti-allodinique et anti-hyperalgésique. Une stabilité de narcose, une bonne myorelaxation et une analgésie de grande qualité concourent à la stabilité neurovégétative de ces fonctions vitales qui, par ailleurs, doivent être surveillées, bien entendu. Un des points cardinaux donc de cette anesthésie générale en période péropératoire, c'est bel et bien le blocage de la nociception et de son amplification ainsi que son intégration corticale. Parce qu'elle permet, comme je vous le disais, de conserver une bonne stabilité neurovégétative, mais elle permet aussi de réduire l'utilisation des agents hypnotiques qui peuvent concourir à des phénomènes de dépression à la fois respiratoire ou cardiovasculaire. Elle permet aussi, cette analgésie, de réduire effectivement notamment les douleurs et la nociception périopératoire et plus particulièrement dans la période post-opératoire. Alors pour réaliser cette analgésie, finalement, si on regarde un petit peu l'ensemble des pratiques et de la littérature, on a 3 grands axes d'action. Le premier peut s'appuyer sur l'utilisation de morphiniques vrais, que l'on dit mu-agonistes. Le deuxième, c'est de recourir à des techniques d'anesthésie locale ou loco-régionale. Et le troisième, c'est le recours à une classe pharmacologique finalement un peu en émergence, en tout cas en médecine humaine, bien connue en médecine vétérinaire, c'est l'utilisation des alpha-2 agonistes. Alors, si on regarde un petit peu et si on essaye de comparer à la fois la médecine humaine, la médecine vétérinaire des animaux de compagnie ou de la médecine vétérinaire des animaux de rente, autrement dit des bovins notamment, eh bien, on constate que les pratiques en matière d'usage de ces différentes stratégies médicamenteuses est assez variable. C'est ainsi qu'en médecine humaine, grosso modo, depuis le 19e siècle, on recourt assez largement aux morphiniques et aux morphiniques vrais. Et depuis les années, le début ou milieu du XXe siècle, la médecine humaine a évolué et a inclus dans ses pratiques les techniques d'anesthésie loco-régionale, renforçant et améliorant de fait le confort des patients. Et puis, dans les années 2000-2010, a émergé l'utilisation ou d'envisager dans les pratiques anesthésiques l'utilisation de cette classe pharmacologique dite alpha-2 agoniste. Et si on compare cette historique un petit peu rapide des pratiques en médecine humaine à celle de la médecine vétérinaire, eh bien, en médecine vétérinaire des animaux de compagnie, avant les années 2000, personne ou très peu utilisait les opiacés et utilisait à l'inverse assez largement, et depuis les années 1990, utilisait assez largement les alpha-2 agonistes. Concernant, pour la médecine dite des carnivores domestiques, des animaux de compagnie,
on a vu dans les années 2005-2010 émerger le recours de plus en plus systématique à des techniques d'anesthésie loco-régionale qui, là encore, comme l'a connu la médecine humaine, a permis sensiblement d'améliorer les pratiques. Troisième comparaison historique concerne la prise en charge anesthésique des animaux de rente, qui généralement, on évitera de les coucher pour des tas de raisons et principalement liées aux conséquences du décubitus. Et il faut savoir que dans les pratiques sur l'anesthésie des animaux de rente, on n'utilise pas les morphiniques pour des raisons évidentes de limite de résidus. Parce que si on utilisait des morphiniques, il pourrait y avoir dans la viande de consommation par la suite un certain nombre de résidus et on comprend finalement assez intuitivement qu'on n'utilise pas ce type de médicaments. Et c'est ainsi que la médecine vétérinaire des animaux de rente s'est très largement, depuis ses débuts historiques, largement appuyée sur l'utilisation des techniques d'anesthésie loco-régionale, un peu à l'instar de ce que l'on connaît en médecine humaine. Et c'est dans les années 80, 90, en parallèle de la médecine vétérinaire des animaux de compagnie, qu'a été développée aussi chez ces animaux de rente l'utilisation des alpha-2 agonistes ayant des vertus à la fois sédatives et puissamment analgésiques. Alors, pourquoi en médecine humaine a-t-on envisagé de tenter de réduire l'utilisation des morphiniques? On l'a vu en lien notamment avec la crise nord-américaine des opiacés, qui, on l'a vu aussi dans différentes enquêtes, contribue à des phénomènes d'addiction. Mais on s'est aussi aperçu que ces morphiniques étaient finalement assez peu efficaces sur un certain nombre de douleurs, et notamment les douleurs neuropathiques ou dynamiques, que ces morphiniques étaient susceptibles d'induire un certain nombre d'effets indésirables chez l'homme, à la fois des nausées, des vomissements, des iléus intestinaux, mais pouvaient aussi, au décours de l'anesthésie opératoire, être à l'origine d'hypoxie, de dépression respiratoire. De la même façon, des données, là encore, assez nombreuses, ont témoigné, en tout cas in vitro, d'une possible interférence des morphiniques sur le système immunitaire, favorisant une immunodépression et donc questionnant notamment leur utilisation dans le cadre de la médecine et de la chirurgie carcinologique. Et enfin, les morphiniques ont été largement impliqués dans le développement d'un certain nombre de douleurs chroniques post-opératoires et dans leur chronicisation. Alors, on voit que les morphiniques sont finalement certes très efficaces en matière d'analgésie, mais questionnent dans leur utilisation du fait de leurs conséquences. Alors, finalement, issu d'un travail des années 2010 fait chez l'animal, chez le rat, il avait été montré justement que les morphiniques, et en l'occurrence dans cette étude, le fentanyl, qui est un mu-agoniste plein, eh bien, était susceptible, après des injections en aigu, en intraveineuse, eh bien, de favoriser pendant 4 à 5 jours en post-opératoire eh bien, des phénomènes d'hyperalgésie. Le fentanyl, analgésique péropératoire, paradoxalement, favorise une surdouleur post-opératoire. C'est ce phénomène d'hyperalgésie morphinique. Et dans cette étude expérimentale faite chez le rat, extrêmement informative, il a été aussi montré qu'en co-administrant ce fameux fentanyl, cet opiacé mu-agoniste, en co-administrant ce fentanyl avec de la kétamine, qui est un médicament antagoniste NMDA, eh bien, on pouvait bloquer ce phénomène d'hyperalgésie. Alors, est-ce que ce phénomène d'hyperalgésie observé chez le rat est connu et identifié chez l'homme? Eh bien oui, différentes revues de la littérature scientifique humaine témoignent de l'existence de cette hyperalgésie et que cette hyperalgésie induite notamment par un opiacé mu-agoniste tel que le rémifentanil est largement décrit dans l'ensemble des données de la littérature scientifique humaine. Alors, cette hyperalgésie peut très naturellement être à l'origine d'une prescription, une surprescription, en tout cas d'opiacés en post-opératoire. Alors, avec justement cette crise, il a donc été questionné et fait émerger ce nouveau concept de réaliser une anesthésie générale, avec bien sûr sa valence analgésique, mais sans recourir aux morphiniques. Alors, différentes revues témoignent de l'intérêt et de la potentielle pertinence de cette approche dite opioid-free anesthesia, autrement dit anesthésie sans morphinique. Alors historiquement, si on regarde, et comme je vous l'évoquais, la médecine vétérinaire, en médecine vétérinaire, sur l'animal de rente, ça fait bien longtemps qu'on n'utilise pas les opiacés, pour les raisons que je vous évoquais, et
on se tourne vers des pratiques d'anesthésie locale. Chez l'animal de compagnie, on a découvert l'intérêt potentiel de ces morphiniques finalement assez récemment, et on a une habitude de recourir à une classe médicamenteuse, les fameux alpha-2 agonistes, qui par ailleurs sont des médicaments antagonisables et qui renforcent leur intérêt en pratique. Alors il faut savoir aussi que, comme je vous l'évoquais, l'anesthésie loco-régionale se développe là aussi au profit des chiens et des chats animaux de compagnie. Alors, que sait-on de ces alpha-2 agonistes? Eh bien, en médecine vétérinaire, les alpha-2 agonistes, il y a le très ancien, la xylazine, durée d'analgésie une quinzaine de minutes. Le moyennement ancien, la médétomidine, apparu dans les années 90. Et le tout récent, en tout cas le troisième largement utilisé, la dexmédetomidine, émergent en 2000. Je finis presque. En médecine humaine, il était connu un ancien alpha-2 agoniste qui est largement utilisé par les collègues notamment québécois et belges, la clonidine. Et dans les années 2010, dans les pratiques anesthésiques, est apparue cette fameuse dexmédetomidine que nous connaissions en médecine vétérinaire une décennie auparavant. Différentes études récentes montrent effectivement en médecine humaine l'intérêt de cette dexmédetomidine dans le décours d'une anesthésie et de la chirurgie. Et il a été montré notamment divers intérêts, notamment sur la réduction des problèmes d'hypoxémie, sur la disparition des phénomènes de nausées, vomissements, en tout cas dans un certain nombre de types de chirurgie. Si on regarde la médecine vétérinaire, dans les années 2000, il nous a été enseigné que ces alpha-2 agonistes, pour analgésiques et sédatifs qu'ils sont néanmoins à l'origine d'impacts cardio-circulatoires significatifs. Et on sait notamment qu'il y a une chute de près de 50% du débit cardiaque associée même à des très faibles doses d'alpha-2 agonistes. Et il s'avère que si on connaissait ça depuis le début des années 2000, eh bien les études témoignant de cet impact cardio-circulatoire des alpha-2 agonistes en médecine humaine est finalement de nature plus récente et apparue dans ce papier de 2021. Donc finalement, ces deux médecines, la médecine vétérinaire et la médecine humaine, peuvent, notamment autour de l'usage des alpha-2, eh bien, considérer un échange justement sur les observations, notamment cardiovasculaires et hypoxémiantes. Et peut-être qu'en médecine humaine, pourrait-on s'interroger sur le fait de réserver ces alpha-2 agonistes, un peu comme en médecine vétérinaire, pardon, pour des patients de type ASA 1 ou 2, et éviter le recours de cette classe médicamenteuse à des patients, notamment critiques, au plan cardio-circulatoire. Alors, l'efficacité de cette opioid-free anesthésia avec des alpha-2 agonistes nécessite, en tout cas en médecine humaine, de plus larges études, parce qu'il y a un débat, est-ce que c'est efficace dans tout type de chirurgie ou seulement dans un certain nombre d'entre elles? N'oublions pas aussi qu'un certain nombre de données, à la fois vétérinaires et humaines, témoignent qu'au-delà des alpha-2, d'autres classes médicamenteuses peuvent être intéressantes en matière d'analgésie. Pensons et citons notamment la lidocaïne en administration systémique et non plus uniquement en anesthésie loco-régionale. Repensons aussi à cette fameuse kétamine et puis des travaux émergents sur le magnésium pourraient être un co-analgésique intéressant. Tout ça dans le but d'améliorer le confort et de réduire les douleurs chroniques. Alors, n'oublions pas pour autant la place des anesthésies loco-régionales, bien connues et bien établies en médecine humaine, émergeant en médecine des animaux de compagnie, mais émergeant avec un développement substantiel des pratiques et de l'intérêt de ces mêmes techniques d'anesthésie loco-régionale. En conclusion, pour faire face finalement à cette crise sanitaire des opiacés connue en médecine humaine, eh bien, on peut constater que la médecine vétérinaire et la médecine humaine peuvent échanger parce que finalement, les différences interspécifiques sont relativement ténues. Il y a une claire unicité pharmacologique, une claire unicité physiologique, et ainsi, on peut faire à profit de l'ensemble des médecines, eh bien, des échanges et une réciprocité pour améliorer l'ensemble des pratiques. Et je terminerai en utilisant un gimmick, peut-être le fentanyl, un opiacé, jamais sans sacchetard, en tout cas pour éviter les douleurs post-opératoires. Et pour faire un clin d'œil un petit peu humoristique au concept One Health, parce qu'il ne faut pas oublier non plus l'environnement, et je voulais surtout pas oublier le monde végétal, eh bien, sachez que les plantes aussi peuvent être insensibilisées
comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, un mimosa sensitif qui, lorsqu'on le touche, replie ses feuilles pour protéger sa ramure. Eh bien, lorsque l'on applique de la lidocaïne, lui aussi se retrouve insensibilisé, analgésié. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'avais presque envie de demander s'il parlait en plus. La plante, non. Oui, la plante. Pas à ma connaissance. Okay. Y a-t-il des questions sur cette belle communication? Alors, je me permets, donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, en tant que Président de l'Académie vétérinaire de France, de vous remercier pour cette séance, de nous accueillir dans vos locaux. Et un remerciement tout particulier à Hubert Joannet, votre secrétaire perpétuel, avec lequel on a beaucoup échangé pour l'organisation de cette séance. Alors, la communication qui vient d'être faite par le professeur Verwer met vraiment en lumière le fait qu'on a des pôles d'intérêt commun entre la chirurgie vétérinaire et la chirurgie humaine par le biais du concept One Health, bien sûr, mais pas que, aussi, on va le voir avec les autres communications. Donc, je repose à nouveau la question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors moi j'ai une question. Vous êtes... Parce que nous, on connaît les chirurgiens et les anesthésistes. Alors, chez vous, comment ça se passe? Et après, j'aurais une deuxième question, c'est est-ce que vous faites de la chirurgie ambulatoire? Voilà. Alors, il y a chez nous aussi des anesthésistes, j'en suis le représentant. Je suis enseignant d'anesthésie réa urgence soins intensifs. Alors, on a un regroupement de nos spécialités, en tout cas en structure universitaire. Et il y a des chirurgiens, les orateurs qui vont me suivre sont strictement chirurgiens, mais dans leur quotidien et dans leur pratique, je crois qu'ils le confirmeront, ils assurent aussi une partie de l'anesthésie. Pas du tout. Ben non, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont la chance de travailler en collaboration avec des anesthésistes. C'est minoritaire encore. Alors, la discipline anesthésie réa en médecine vétérinaire, en France, a émergé en 1997 avec le recrutement du premier enseignant titulaire qui est devant vous. Alors, je me permets d'ajouter en complément de ce que vient de dire Patrick, tout dépend de la structure vétérinaire. Dans les grandes structures, les centres hospitaliers vétérinaires, les chirurgiens font de la chirurgie. Ils ne s'occupent pas en général d'imagerie ou d'autre chose. Dans les petites structures, avec les vétérinaires dits généralistes, il faut tout faire. On est à la fois anesthésie, chirurgien, réanimateur, imageur, etc., etc. Contrairement à vous, où c'est quand même beaucoup plus cloisonné, on peut dire. Donc, tout dépend des structures. Nous, on a beaucoup développé, enfin, je veux dire, la chirurgie ambulatoire s'est beaucoup développée pour tout un tas de raisons, et c'est également le cas chez vous, j'imagine. Oui, la chirurgie ambulatoire, et il y aura différentes techniques qui vous seront présentées tout à l'heure. Justement, des techniques mini-invasives qui permettent justement ces approches ambulatoires, combinées aux techniques d'anesthésie loco-régionale. Des camions. Il y a même des... Merci. Il faut parler dans le micro parce que nous ne sommes pas Oui, seuls. Serge. Non, nous ne sommes pas seuls. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute en visio. Non, c'était simplement pour compléter. Moi, je suis journaliste et vétérinaire, aussi bien pour le magazine de la santé. Professeur, je vous ai suivi dans un bloc opératoire et j'ai suivi aussi des confrères dans les blocs opératoires vétérinaires. Donc, je peux vous dire que je suis bien placée pour voir les deux médecines et je peux vous assurer que vraiment, il y a de plus en plus de comparaisons. La médecine vétérinaire a un petit peu rattrapé parce qu'effectivement, les vétérinaires généralistes doivent tout faire, mais la médecine vétérinaire se développe de plus en plus, notamment grâce aux moyens qui sont mis dans les centres hospitaliers vétérinaires où là, il y a vraiment les structures, l'espace, le matériel, les IRM, les scanners et différentes disciplines. Vous avez même des camions ambulatoires qui se déplacent dans les campagnes pour faire de la chirurgie dans des camions. Donc voilà, c'était juste mon petit apport. Merci beaucoup pour cette précision.